Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode du Décrassage par temps additionnel. Votre épisode du lundi soir va commencer, bien sûr. On va saluer les gens qui nous suivent aussi sur les plateformes de streaming en replay. Bonjour YouTube, bonjour les plateformes de streaming. On est là pour 1 heure et demie à parler de l'actu foot, de ce qui s'est passé ce week-end et des sujets brûlants de la planète football. Et puis, comme d'habitude, j'ai une sacrée équipe pour m'accompagner aujourd'hui. On va commencer à ma droite. Il a passé le week-end à certainement débriefer le match du Real Madrid et puis à pleurer probablement sur le sort de ce pauvre Dani Carvajal. On aura un petit mot pour lui et puis probablement peut-être s'énerver un tout petit peu sur Kylian Mbappé. C'est Victor, comment vas-tu? Bah écoute, très bien. Merci à toi de présenter encore une fois cette émission. Très content d'être avec vous. Une belle équipe pour cette semaine, encore une fois. Puis oui, on va parler du Real. Comme la semaine dernière, ça fait plaisir. Des bonnes choses, des mauvaises choses à dire. Et puis Kylian Mbappé, Paul Pogba aussi. Voilà, je spoil peut-être un peu le programme, mais Un moi, peu, je un suis peu. très intéressé par ce sujet. Donc voilà, très content d'être avec vous. Très content que tu sois là également, Victor. Et puis, comme la semaine dernière, on est aussi accompagné d'Imad, hein, qui va avoir énormément de choses à dire, j'ai l'impression, sur le sujet Mbappé notamment. Comment vas-tu? Salut Quentin, bah oui, écoute, toujours un plaisir. Revenir encore une fois parler du Real Madrid, c'est super. Mais Je oui, choisis bien mes décrassages. je pense que c'est fait exprès. Il y a C'est pas. peut-être fait exprès. Mais ouais, beaucoup de choses à dire sur Mbappé, sur Pogba, sur des autres sujets. Moi, je ne vais pas spoil, mais il y a beaucoup de choses à dire sur tous les sujets. C'est vraiment une bonne émission qui nous attend. Donc voilà, Serait-ce j'ai hâte. un acte manqué, Imad? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il était avec nous lors de la première de la saison. Il fait une nouvelle apparition. C'est Karim. Comment vas-tu, cher ami? Même si on parle pas de Bundesliga, tu nous fais le plaisir d'être là. Salut, salut. Bah oui, même si on aurait pu parler justement du match fou qu'il y avait eu lieu hier entre l'Eintracht et le Bayern. Non, On aura un on petit mot reste quand même. là, on reste présent pour découvrir un petit peu tous les autres championnats, que ce soit en Espagne et en Angleterre, parce que c'est là où on va s'intéresser ce soir. Exactement. On aura quelques bifurcations sur d'autres sujets. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux, on a un peu communiqué dans la journée. On va parler également de l'affaire Paul Pogba qui a vu sa sanction réduite par le TAS. On va avoir l'occasion de discuter de son retour dans les prochains mois. Et également d'une autre affaire qui a secoué un petit peu le monde du foot ces dernières heures, enfin derniers jours du moins, avec l'affaire Lassana Diarra. Alors peut-être que vous ne connaissiez pas l'affaire, on va en discuter un petit peu en fin d'émission. Et puis bien sûr, pour terminer, le traditionnel quiz, pour terminer en bonne détente, avec un Victor qui est tenant du titre. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Évidemment, La couronne. évidemment. De toute façon, c'est même pas un sujet de conversation. Il y a le champion et les challengers. Ils vont tous y passer. Ah, Voilà. oh, ça commence très bien, j'adore cette émission. On va commencer, messieurs. On va commencer avec le premier sujet de la soirée, le débrief du match entre le Real Madrid et Villarreal. Une victoire sans grande discussion du Real Madrid, avec notamment un bon match des joueurs du sous-marin jaune. De bons débuts de match des joueurs de Marcelino. Mais le Real a été beaucoup trop fort sur ce match-là. Efficace. Un gros but, un énorme but, un énorme golasso de Vinicius, avec un but pour débuter la partie de Valverde. Mais Golasso aussi. un golasso aussi. Alors, un peu aidé par la défense. Un peu Oui, aidé par la c'est défense. vrai. Mais cela dit, tu as raison, Imad, ça reste un golasso malgré tout. Et comme on l'a un peu évoqué lors de l'intro de cette émission, un match qui a été teinté d'une énorme blessure pour Dani Carvajal sur un fait de jeu qu'on va qualifier d'anodin et qui malheureusement va priver le latéral espagnol de nombreux mois de compétition, si ce n'est peut-être même sa fin de carrière. Hein. On a un petit peu peur pour ce qui va suivre pour le champion d'Europe en titre avec l'Espagne et avec le Real Madrid. Donc on va d'abord parler de cette rencontre. On aura aussi un petit mot, on l'a dit aussi sur Kylian Mbappé, sa présence un peu surprise sur ce match face à Villarreal, lui qu'on a annoncé forfait avec l'équipe de France pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations contre Israël et contre l'Italie, contre la Belgique, pardon, la Belgique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? On avait quitté le Real Madrid avec énormément de regrets au Wanda Metropolitano. Comment on
on a vu, comment tu as senti, toi, ces joueurs, Victor, après cette rencontre? C'est une victoire, c'est un succès qui fait du bien. J'ai utilisé cette formule notamment durant le match et dans le contenu que j'ai pu produire après. C'est un succès qui fait du bien parce que voilà, il fallait se rassurer après la défaite face à Lille en Ligue des Champions. Il fallait montrer au Santiago Bernabéu que malgré le déficit technique, le déficit d'envie, d'attitude affiché en Ligue des Champions, voilà, que ça allait être corrigé ce week-end. C'est chose faite. Villarreal réalise un excellent début de saison et il réalise d'ailleurs toujours, on n'a pas besoin de parler au passé, mais un excellent début de saison avec Marcelino. Donc c'était vraiment un gros match. On a vu une équipe de Villarreal, tout comme Lille, réussir à ressortir des ballons assez facilement. Donc ils ont pu se mettre en avant leur qualité technique, mais aussi le manque cruant, tous les adjectifs possibles de pressing équilibré du Real Madrid. C'est le jeu sans ballon du Real et depuis des années un gros problème, mais avec Vini et Mbappé, le manque d'intelligence aussi de Toni Kroos dans le placement, etc. Le pressing était vraiment mauvais. On a eu le but de Valverde qui a fait énormément de bien. La deuxième mi-temps était un peu mieux gérée. De la part du Real Madrid. On a eu un duo au milieu de terrain qu'on attendait depuis le début de saison, Federico Valverde et Eduardo Camavinga, c'est extrêmement rafraîchissant, ça fait du bien. Camavinga a sorti une très très belle performance, Federico Valverde c'est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison et il l'a encore prouvé. Jude Bellingham un peu plus discret, Kylian Mbappé est un peu la petite note noire sur ce match-là. Alors on le sait, il est diminué, il n'est pas à 100%, mais il y a eu énormément de pertes de balles, il a été très frustrant. Là où sur les derniers matchs aussi, il y avait du déchet, mais au moins il était protagoniste, il créait quelque chose, il se rendait disponible. Là, j'ai trouvé qu'il se cachait un peu, il a eu 1 ou 2 opportunités de briller, il ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est un peu le point noir, la perf de Kylian. On va pouvoir en discuter un peu plus avec le sujet équipe de France après. Et puis, je ne sais pas si on peut en toucher un mot tout de suite, Quentin, mais oui, la blessure de Dani Carvajal, c'est le vrai flop, enfin le vrai point noir de cette rencontre parce que c'est une absence de quasiment 1 an. Ça parle entre 10 mois et 14 mois en fonction de la rééducation. 3 ruptures de ligaments différents. Voilà, tout a sauté dans le genou. Tout a sauté dans le genou. Alors, je vais pas me risquer, même si je connais un peu les termes médicaux, je préfère pas me risquer à dire ça, mais on va dire que le genou a sauté. Voilà, globalement, pour vulgariser les termes. Et puis la scène, en fait. Les images, les cris de douleur. Le genou qui se tord, et puis tu vois Carvajal être totalement en souffrance. Quoi. C'est plus ça, parce que l'image de la blessure, on s'en fout, c'est anecdotique. C'est pas beau à voir. Voilà, c'est pas beau à voir, point barre. Ça devrait même pas être passé au ralenti. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais c'est surtout l'image après, des cris de douleur d'un joueur de 32 ans qui a potentiellement compris que sa carrière allait être compliquée derrière ça, parce que revenir 32-33 ans d'une blessure de plus d'1 an, sachant qu'il a déjà eu des problèmes au genou, c'est jamais simple. Donc ouais, beaucoup de peine pour ce joueur qui représente l'âme du Real Madrid. Donc c'était le gros point noir, mais bon, le Real gagne, reste à 3 points du FC Barcelone. C'était le plus important ce week-end avant la trêve internationale. Alors tu l'as dit, hein, c'est une blessure, on va pas s'inventer une vie de médecin qu'on n'ait pas, mais c'est vrai qu'il y a 3 ligaments qui ont été touchés et qui ont été totalement rompus suite à ce geste défensif de Carvajal, puisqu'il veut tout simplement défendre à ce moment-là. Et c'est vrai que les cris, ça reste... moi, j'ai regardé le match en direct, les cris, ils m'ont glacé. Ils m'ont glacé, parce que on t'entend rarement un joueur... Alors, des blessures spectaculaires, on en a vu, je pense, tous en direct. Mais le problème, c'est que là, c'était vraiment des cris. C'était une douleur intense. Ah ouais, tu vois qu'en plus il se tordait dans tous les sens, sa deuxième jambe elle tapait le sol. Et pour avoir regardé le match avec les commentateurs BeIN, les mecs ils étaient tout autant choqués. Ah ouais, Benjamin Silva. Bah ouais, à la fin il disait non, c'est bon, on termine là-dessus, on s'en fout, tu vois, c'est fini. Mais bon, après l'arbitre a été au bout, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que là on parle quand même quasiment 10 mois d'absence pour Dani Carvajal, au moins. Si ce n'est plus, parce qu'on ne peut pas trop savoir à l'heure actuelle. C'est, on va dire, une rééducation classique. Est-ce qu'il n'y aura pas des séquelles pour lui suite à ce geste-là? Est-ce que, comme l'a très bien dit Victor, il a un passif avec ses genoux? C'est un joueur qui est sur on va dire, le dernier tiers de sa carrière. On a vu des joueurs qui ont peut-être eu des blessures moins importantes
sur toute leur carrière et qui ont arrêté leur carrière internationale et professionnelle récemment. Je pense notamment à Raphaël Varane. Bon, Raphaël Varane a eu une grosse blessure en début de saison qui l'a empêché de continuer avec Como, mais Oui, c'est pas la même mentalité non plus. Oui. Sans vouloir offenser Raphaël Varane. Bien sûr, mais on peut se dire qu'une gravité comme celle-ci, enfin une blessure avec une gravité comme celle-ci, peut-être amener l'international espagnol à prendre une décision dans les mois qui vont suivre. C'est ce qu'on redoutait le plus, hein, Quentin. C'est ça. Et il a tenu à faire un post Instagram dans la nuit de la blessure, tout de suite dans la foulée. Grande classe, hein, parce que il faut digérer la blessure, la douleur et le discours, à mon avis, de certains médecins qui ont dû être assez pessimistes à ce moment-là, alors qu'il n'avait pas encore passé les tests, parce qu'on lui présageait le pire, et le jour des tests, on lui a dit c'est encore pire que ce qu'on pensait. Donc mentalement, il va falloir être solide pour Dani Carvajal. Voilà, il a les ressources mentales, mais ça va causer aussi de gros problèmes au Real Madrid sur la saison à venir. Un gros chantier en défense, sachant qu'il manquait déjà de place. De recrues, ça manquait déjà de joueurs en défense centrale. Et le Real a décidé de ne pas recruter pour le moment, en tout cas. Hein. Alors, il y a plein d'infos qui sont sorties aujourd'hui. Moi, ce que je peux vous dire, les dernières infos, le dernier son de cloche, c'est que oui, le Real Madrid ne devrait pas déroger à sa règle et ne devrait pas chercher à remplacer Dani Carvajal. Par contre, une recrue en défense centrale, ça, c'est une possibilité. Donc, pour une fois, peut-être une recrue sur le mercato d'hiver, sachant que la dernière en date, c'était Brahim Diaz, dans un mercato d'hiver en 2019, quelque chose comme ça. Et puis, c'est vrai que le Real a tendance à ne pas trop recruter en hiver. Ouais. Non, et puis ce qui montre aussi l'attachement du Real Madrid, comme tu disais, l'âme du Real, c'est qu'ils l'ont prolongé tout de suite suite à cette blessure. Grande classe. Moi, je trouve que le message envoyé est fort quand même, parce qu'ils n'ont pas perdu de temps derrière. Tout de suite, dans les images qu'on a vues, c'est vraiment tous les joueurs qui sont venus l'entourer aussi. Donc tu sens ce que représente Carvajal pour le club. Et puis, comme Omar Da Fonseca l'a justement dit aussi, Carvajal il sort d'une saison où il fait partie des prétendants pour le Ballon d'Or. Donc ça met quand même en avant le rôle qu'a Carvajal dans ce club et l'immense trou qu'il va laisser derrière lui suite à son absence. Ouais. Et puis ce qui est vraiment dommage, c'est qu'au-delà de la blessure qui est bête, c'était la dernière minute du temps additionnel. Le match était terminé. Et tu te dis, une minute près qui amène de lourdes conséquences sur la suite de la saison. Pour le joueur et pour le club, c'est dommageable. Mais là c'est vrai que voilà, c'est surtout ce qu'on va ressortir de ce match-là, parce que malheureusement, le match n'a pas été pourvu de gros faits de jeu et d'une grande, on va dire, d'un grand suspense. Autant le Real a dominé sa rencontre. Et c'est vrai que tu en as parlé, Victor, le match d'Mbappé est à questionner, surtout que il est sous le feu un petit peu des projecteurs avec ce qui a été rapporté sur lui depuis quelques jours. Donc forfait officiellement pour le prochain rassemblement des Bleus qui commence à partir d'aujourd'hui. Il était titulaire surprise face à Villarreal, au grand étonnement de tout le monde, enfin du moins des observateurs. Beaucoup dénote un manque d'intérêt potentiellement pour le maillot de l'équipe de France ou pour des rencontres, on va dire, entre guillemets, peut-être un peu moins importantes. Quel est votre avis, messieurs, sur on va dire, sur cette titularisation qui, alors je vais vous dire honnêtement, pour moi qui n'est pas forcément une surprise, mais est-ce que pour vous, c'est un manque de respect envers le maillot bleu ? Pour moi, c'est un défaut de communication. Surtout, je jette pas plus la pierre à Mbappé qu'au Real, à l'équipe de France ou autre, mais il y a un petit défaut de communication dans le fait d'annoncer son forfait, de le voir titulaire derrière. Ça amène de l'incompréhension pour les observateurs. C'est pas la première fois on le sait, le Real Madrid protège ses joueurs et moi, vulgairement, je pense que le Real Madrid s'en fiche des sélections nationales. On l'a vu, et c'est pas le seul club, mais ils n'ont pas envoyé de joueurs au JO. On a eu le cas aussi avec la CAN, où certains, par exemple, ils n'ont pas voulu recruter Bonou parce qu'il y avait la CAN. Et après, c'est un choix le club, prône pour sa maison, c'est normal. Mais côté équipe de France, je trouve que la cote de popularité d'Mbappé est en baisse ces derniers temps. Le dernier rassemblement n'est pas bon. Son passage au Real Madrid pour le moment en temps d'adaptation, c'est pas
100% positif non plus. Et je trouve que dans un moment où, en fait, le timing pour moi n'est pas bon, puisque son dernier rassemblement n'est pas bon. Griezmann vient de prendre sa retraite. On a aussi Kanté qui est absent. Donc, dans une équipe de France qui manque de leader, se passer du capitaine avec cette raison-là, pour moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et voilà, on peut aller jusqu'au. Voilà, si des personnes trouvent que c'est un manque de respect, je peux l'entendre. Mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas pu privilégier. D'un côté aussi, ce que ça amène, comment dire, cette histoire, c'est la place des trêves internationales au final, puisque on est tous à dire que, en vrai, on s'en fiche de la trêve internationale. On est les premiers dès que ça arrive à être, comment dire, ça met un frein en fait dans la saison. Donc, j'entends le fait que voilà, Mbappé, ça va mettre un frein à sa progression au Real Madrid. Le problème, c'est peut-être juste la trêve internationale, mais puisqu'elle existe, voilà, ça amène cette histoire un peu ambiguë. Et j'ai même envie de dire que pour moi, le discours qui est amené par rapport à tout ça, donc on entend un petit peu partout sur les réseaux, dans les différents médias, est légèrement hypocrite à son sujet, dans le sens où on critique depuis des années, des mois, un modèle qui n'est plus adapté aux footballeurs de haut niveau, qu'ils sont épuisés, qu'ils ont besoin de repos, que des trêves internationales à rallonge n'aident pas. Là, on met au frais, on va dire, entre guillemets, ton meilleur joueur sur, on va dire, 2 matchs qui vont... Alors, Israël, j'imagine quand même que l'équipe de France, même avec une équipe bis, voire une équipe C, devrait gérer la rencontre facilement. La Belgique, en Belgique, c'est une autre paire de manches, puisqu'il y a eu un match... Et encore, sincèrement, voilà. je ne sais pas si c'est meilleur qu'Israël. Non, mais après, voilà, ça a été bien géré à l'aller à Lyon. Maintenant, j'estime que le discours, il est quand même vachement hypocrite, parce que si ça avait été un autre joueur, qui ne soit pas capitaine, je prends l'exemple, par exemple, d'un Wesley Fofana lors du rassemblement de septembre, qui a été rappelé par Chelsea, parce que il n'était pas prêt. Il a été appelé par Deschamps. Alors, il y a eu l'appel de Deschamps, mais il a été rappelé par Chelsea parce que il n'était pas prêt. Le club ne voulait pas prendre de risques avec lui. Et la sélection et la Fédé étaient visiblement plutôt d'accord avec ça. Donc, il est retourné à Londres. Pourquoi avec Mbappé on fait ce traitement-là? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est le capitaine, c'est la vitrine de l'équipe, tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Mais là, en fait, on est sur un double discours qui me gêne beaucoup. Parce que moi, j'ai vu et entendu beaucoup de consultants dire du mal de cette situation-là par rapport à Mbappé et dire dans d'autres sujets que les joueurs en font trop, qu'on doit faire attention à la santé des joueurs. Là, c'est un peu ça. On préserve aussi la santé d'un joueur qui a pas mal enchaîné depuis quelques mois, qui est en plus de ça la star de ton équipe. Donc j'estime que sur 2 matchs de Ligue des Nations qui en plus ont été décrits par le sélectionneur et par le capitaine, des matchs dont on se fout un peu. Voilà, ça a été dit à demi-mot, mais c'est un peu ça. Mais le problème, du coup, ce sont ces trêves-là qui sont là, finalement, en fait. Parce que, après, ça amène des situations incohérentes, puisque, en fait, il y a ce discours de tu dois honorer ta sélection, puisque quand tu es appelé, il faudrait que tu sois là. Donc, c'est difficile de refuser l'appel de l'équipe de France, mais d'un autre côté, on est face à des matchs dont même Mbappé le disait, et il a à juste titre à ce moment-là, la Ligue des Nations, quand on l'a gagnée, tout le monde s'en foutait, et quand on est justement en enchaînant les défaites, tout le monde la critique. Donc le problème, c'est tout simplement, je dirais, même les trêves internationales, et je trouve que ce sujet amène justement la discussion par rapport à ces trêves-là, au final. Le français râle tout le temps, Imad. Ouais, mais le problème, c'est les trêves, mais c'est aussi le français, et c'est aussi les fans de foot dans leur ensemble qui ne savent pas faire la part des choses, sans voilà, vouloir me mettre au-dessus des autres, ou vouloir mettre... Si, tu viens de le faire. Oui, sans doute. Mais d'ailleurs, je suis agréablement surpris, je tiens à le dire, parce que je m'attendais à ce qu'Imad dézingue Kylian et potentiellement Quentin, toi aussi, mais c'était exactement mes arguments, ce double discours de critiquer le nombre de matchs, de se plaindre des joueurs blessés, mais lorsqu'on essaie de reposer un joueur, alors oui, la communication est un peu maladroite, mais bon, on lui tombe dessus, parce que c'est Kylian Mbappé aussi.
Mais tu as très bien fait d'évoquer l'exemple de Wesley Fofana, parce que Wesley Fofana joue le match du week-end avec Chelsea avant d'être rappelé par Chelsea alors qu'il est censé être au rassemblement. C'est un peu la même chose avec Dayo Upamecano, hein, qui certes a quitté la pelouse sur blessure, mais on le sait que c'est pas une blessure grave. Voilà, Kylian Mbappé, c'est plus simple pour lui. Il avait déjà demandé une faveur en plus en septembre, c'est sorti dans les médias. Il était quand même venu jouer avec l'équipe de France, alors qu'on se sentait, de toute façon, il n'y avait qu'à voir sa conférence de presse où tout le monde lui est tombé dessus aussi pour son attitude, qu'il n'avait pas forcément envie d'être là. Alors, on peut discuter de l'éthique, de la morale. Est-ce que lorsque tu dois jouer avec le maillot bleu, il n'y a rien de plus grand, etc. On est quand même dans une ère où il y a tellement de matchs, tellement d'enjeux financiers, sportifs, que le maillot de l'équipe de France pour un tournoi comme la Ligue des Nations, c'est sûr qu'en comparaison, ça pèse pas non plus très lourd. Moi, je trouve que c'est un choix assez logique de la part de Kylian Mbappé. Le Real Madrid, de toute façon, ils s'en donnent à cœur joie. Hein. La Vinicius, ça va pas au rassemblement brésilien. Militao, ça va pas au rassemblement voilà, brésilien. Exactement. C'est coutumier du fait. Le Real Madrid, ce sont des spécialistes de ça. Et de toute façon, en Espagne, je vais même aller plus loin. En Espagne, en général, on critique énormément les matchs de sélection. Il y a énormément d'intérêt pour la Roja, hein, c'est pas ce que je dis, mais il n'y a pas énormément d'intérêt pour ce genre de petits matchs. On s'en fout, on préfère le football de club. C'est la même chose en première ligue, hein, grossièrement. Il n'y a que en France où on est toujours un peu attaché, comme une vieille grand-mère, à nos traditions, là, à notre bonne vieille confiture. Hein, les matchs, c'est un peu chiant. Donc, moi, je trouve ça plutôt assez logique qu'on prenne pas de risque. Le fait que la liste de Didier était jeudi, qui joue 45 minutes le week-end, c'est la communication et l'image en fait. C'est aussi ça apparaît pas à un moment où Mbappé en fait fait est aimé du grand public français. Pour moi, c'est une accumulation aussi. Ça aurait été en 2022 après la Coupe du Monde, le triplé en finale, tout le monde s'en fout qu'il soit pas là, tu vois. C'est clair, c'est une accumulation, c'est un mauvais timing, une accumulation, une montée de la haine envers Kylian Mbappé. D'ailleurs, il y a un article très intéressant dans El Confidencial qui disait que Mbappé commence à générer seulement de l'indifférence, même en Espagne, là où il était attendu comme le Messi, hein, tout le monde le sait. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde le sait, parce qu'en France, on en parlait déjà comme un gros lourdeau, comme un gros naze, mais en Espagne, lorsqu'il signe au Real, il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Des années-lumière devant Vini, des années-lumière devant tout le monde. Il n'y avait pas de débat pour les Espagnols, Mbappé était le meilleur joueur du monde, et donc il y a énormément de déceptions. Là, chez les fans du Real Madrid, mais chez les fans espagnols de football, tout simplement, qui décrivent qu'il est en train de générer de l'indifférence et que c'est peut-être ça le plus dramatique. Et là où en France, il génère de la haine, il a même plus cette contrebalance en Espagne, là où de plus en plus les gens sont indifférents à son égard. Après, vous parlez de Vinicius, mais lui aussi s'est blessé. Donc là, pour le coup, on peut dire que s'il va pas avec le Brésil, c'est forcément sur blessure. Mais après, pour finir juste sur Mbappé, je vais juste dire ça en quelques mots, c'est juste de la mauvaise communication. Quand on voit qu'il est annoncé blessé pour 3 semaines, si mes souvenirs sont bons, et que finalement on le voit entrer en jeu contre Lille, puis faire 60-70 minutes contre le Villarreal. Oui, pour moi, il y a vraiment eu le Real savait pertinemment que c'était pas 3 semaines la blessure, que c'était une bonne semaine de repos. Ils ont annoncé 3 semaines parce qu'ils voulaient absolument pas qu'il aille au rassemblement et qu'ils espéraient ne pas avoir besoin de lui contre Lille et que potentiellement le faire jouer 45 minutes contre Villarreal, à la base, c'était ça le plan. Mais les problèmes dans le jeu du Real, dans les résultats, on peut mitiger, mais les problèmes dans le jeu, dans le contenu, ont fait qu'ils n'ont pas eu le choix de faire jouer Mbappé, de le mettre sous le feu des projecteurs. Carlo Ancelotti a été très clair en conférence de presse, hein, ils se sont entretenus, le Real Madrid, avec le staff médical de l'équipe de France, etc. Tout a été fait, simplement le Real n'a pas eu le choix de le faire jouer, et ça, c'était pas prévu. Bon, en tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu un gros problème de communication et que c'est pas nouveau entre la Fédé et l'équipe de France. Pour dire quand même que ce résultat laisse le Real dans cette fameuse course au titre à 3 points du Barça, parce que le Barça s'est imposé ce week-end, Imad, face à Alaves, victoire facile 3-0. La contre-perf, on va dire qu'elle est pour Villarreal sur ce week-end, puisque c'est une défaite et qui laisse alors pas forcément ses opposants se rapprocher, puisque Osasuna, Bilbao et Mallorca ont tous perdu des points, mais la contre-perf du haut, on va dire que c'est l'Atlético. L'Atlético, ouais.
Ouais, qui a fait nul face à la Sociedad à Anoeta avec un petit fait de jeu, petit événement qui n'a pas forcément été très plaisant, avec des insultes, notamment pour Antoine Griezmann à la Noeta. Pas un très bel accueil pour l'ancien pensionnaire de la Sociedad. Mais bon, sommes-nous choqués du traitement d'anciens joueurs du côté de certains stades en Espagne. En plus, ils ont bonne réputation, les fans de la Real. Hein, donc, on sait qu'ils ont un passif. Voilà, Griezmann, parce que je crois que le départ était pas non plus super. C'était pas super bien passé. Alors, ça fait déjà un moment, hein, j'ai peur de dire des bêtises. Mais les fans de la Real ont très très bonne réputation. Hein, même le derby basque, hein, c'est un derby avec la meilleure ambiance d'Europe. Donc, ça veut dire qu'ils en ont peut-être encore gros sur le cœur. Ça en dit long. Ça fait 10 ans, les gars. Lâchez l'affaire, vraiment. Putain. C'est dingue ça. Et puis bah écoutez, en Espagne, qu'est-ce qui s'est passé? Valence qui est pas dans de bons draps. Hein. Mauvais début de saison pour Valence. 0-0 face à Leganés. Valence est 18e, c'est assez préoccupant. Ouais, j'ai envie de dire, est-ce que c'est par rapport aussi aux affaires qu'il y a eu depuis quelques mois, voire quelques années, par rapport à l'investissement Président Lim. justement du président Lim, ouais. Non, l'année dernière, ils s'étaient bien ressaisis. Ils ont fait une saison plus qu'honorable en finissant à la 9e place, en se reposant quasiment exclusivement sur des jeunes joueurs issus de 5e, 6e division espagnole presque. Et Baraja, l'entraîneur, avait fait du très très bon travail. Et là, cette année, ils n'ont pas eu un calendrier facile au début aussi. Ça, c'est des problèmes de dynamique. Hein. Quand tu n'as pas un calendrier facile sur le début de saison, tu perds beaucoup de capital confiance, notamment quand tu as un groupe assez jeune. Je crois qu'il y a eu aussi des affaires avec Rafa Mir, extra sportif là, un peu bizarre, qui passait de Séville à Valence. Il a été dans des affaires judiciaires. Donc voilà, c'était pas très calme du côté de Valence. C'est dommage parce que c'était sur la bonne dynamique depuis la saison dernière. Et sinon, Gérone qui s'est relancé face à Bilbao en l'emportant 2-1. Ouais, ça c'est un miracle. Ouais. Il a arrêté 3 pénaltys. Non, 3, Gazaniel en a 3 pénaltys, ouais. Et Rejona gagne sur un pénalty. Et le FC Séville qui s'impose dans le derby de Séville face au Betis. Voilà, aussi. À noter, victoire 1-0, le FC Séville qui remonte un petit peu la pente après un début de saison très compliqué aussi. On va prendre un vol, les gars. On va passer de Madrid, on va atterrir à Birmingham, du côté d'Aston Villa, puisqu'il y a eu un match en Première Ligue, c'était la grosse affiche du week-end en PL. Aston Villa face à Manchester United, deux clubs qui ont eu des démarrages, on va dire, mitigés, plus pour l'un que pour l'autre, on va dire, surtout pour United. United qui, on le rappelle, avant cette rencontre, était deuxième partie de tableau. Villa, de son côté, s'en sort pas trop mal. On est sur un 5e de Première Ligue à l'heure à laquelle on se parle. C'est plutôt solide. Et Villa qui, en plus, battu ne serait-ce que le Bayern Munich en Ligue des Champions. Voilà, c'est pas dégueu. Mais il y a un homme qui brille du côté d'Aston Villa, c'est John Duran, depuis le début de saison, et qui fait un très très gros début d'exercice avec les Villains. Alors on s'attendait à un match assez intense, assez plein d'explosifs, plein de rebondissements, et ben non, 0-0. 0-0, un match qui n'a pas forcément tenu ses promesses à Villa Park, on n'a pas forcément eu ce qu'on attendait. Et c'est surtout que là, du côté de Manchester United, ça commence à sévèrement puer pour Ten Hag. Messieurs, on est sur 3 matchs sans victoire en Première Ligue. Les 2 premières journées d'Europa League se sont soldées par 2 matchs nuls face à Twente et face au FC Porto. Porto, en plus, c'est miraculeux que le nul ait été accroché. Je vais vraiment... on va commencer par axer ça sur United et la prestation des hommes de Ten Hag. On n'a pas l'impression que ça va dans le bon sens, puisque là, en plus, voilà, pour conclure sur une petite statistique, c'est le pire démarrage de l'histoire de United en PL. Démarrage qui était détenu par Eric Ten Hag la saison précédente avec 9 points. Je vous laisse deviner le troisième. C'était dans les années 2000 déjà. 2010 même. Plus haut. Moïse. Non, mais c'est Moïse, ouais, ce que j'ai dire. Non, c'est Van Gaal. Non, c'était en 2019-2020. Solskjaer. Ah, Solskjaer, ouais, Solskjaer, exactement.
Ouais, Non, ouais. mais là, on a actuellement Manchester United qui est donc 14e. 14e et 8 points en 7 matchs. 8 points en 5 7 et, matchs. les gars, 7 matchs. Ouais. 5 buts marqués depuis le début de la saison en Non, mais là, première ligue. C'est catastrophique. Avec la Avec- force de frappe qu'ils ont, Ouais. c'est inconcevable. Puis avec le mercato, avec ce qu'ils ont investi Ouais. encore une fois cet été, c'était décrié. Voilà, là c'est un recrutement en plus vraiment tamponné Erik Ten Hag de fond en comble, mis à part Ugarte qui est un jeu d'agent qui a été placé là par Jorge Mendes. Toutes les recrues, Mathis de Ligt, Mouzraoui, Zirkzee aussi. Zirkzee est un choix d'Erik Ten Hag. L'année dernière, Olmund était un choix d'Erik Ten Hag. Donc déjà, tu as tes deux attaquants qui... Alors Zirkzee est un très bon joueur, hein. Il a fait une excellente saison l'année dernière, et cette année, il est maladroit. Et malheureusement, les fans de United, ils commencent sûrement à être lassés des joueurs offensifs un peu maladroits, parce qu'entre Garnacho, Rashford, qui a fait donc 6 mois world class, mais mis à part ça, il commence à avoir un CV un peu nauséabond, hein. Ça, c'est Marcus Rashford. Et là, Erik Ten Hag, et puis il n'y a rien dans le jeu. Sincèrement, il n'y a rien dans l'animation, il n'y a pas de circuit de passe. Pourtant, il essaie de faire cohabiter donc Eriksen, Bruno Fernandes, avec Eriksen un peu plus bas dans un rôle de régista. Autant la saison où ils font troisième, enfin non, où ils gagnent l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, où au début, quand il l'a placé dans ce rôle-là, on sentait qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. Kobe Mainoo, il est esselé au milieu de nulle part, alors que c'est un talent brut extraordinaire, mais j'ai la sensation que tu lui donnes pas assez de responsabilité, t'es peureux. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que ces choix? Johnny Evans titulaire là contre Aston Villa, alors que t'as Mathis de Ligt sur le banc. C'est en défense centrale avec Maguire. Comment tu oses présenter une défense centrale pareille? Alors il y a 0-0, hein, on s'entend, c'est peut-être pas le souci sur cette rencontre, mais on a vu United prendre des valises tout de même récemment. Il faut de la continuité, s'il te plaît, Eric. Et puis offensivement, il faut que tu crées quelque chose, il faut trouver une solution à l'animation, il faut arrêter de déceler tes ailiers en permanence. On a Diogo Dalot qui essaie de rentrer un peu dans le cœur du jeu, mais il faut insuffler quelque chose. Et Erik Ten Hag, on le sent, on le sait même, c'est un secret de Polichinelle, il n'a plus la main mise sur son groupe. Moi, je l'ai défendu pendant très longtemps en parlant du vrai problème qui était finalement Manchester United, et je le maintiens, le vrai problème, c'est Manchester United et l'institution et tous les problèmes structurels qu'ils ont sur ces dernières années. Mais là, Erik Ten Hag, malheureusement, aussi failli dans sa mission. Le gros problème là qu'on va avoir, Victor, c'est qu'il y a eu un changement de propriétaire du côté de Manchester United dans le courant de l'année. Et moi, je ne sais pas, et vous allez probablement peut-être m'aider, je ne sais pas quelle est la direction d'Ineos avec Manchester United. On décide de garder Erik Ten Hag pour garder un semblant de stabilité dans le club. Les joueurs n'avaient pas forcément l'air contre son départ, enfin, avaient l'air plutôt contre son débarquement, on va dire. Donc, je ne sais pas vraiment où on va du côté de United, puisque on s'est quitté sur, on va dire, une fin de saison. Alors, je pense qu'ils surfent sur l'effet FA Cup, tout simplement. Ils surfent sur l'effet FA Cup, parce que sans cette FA Cup, je ne suis pas certain de le voir encore entraîneur de Manchester United. Alors moi, ce serait plus au niveau de la stabilité. Ouais, mais quelle stabilité, Karim? C'est très instable depuis qu'il est là. C'est très, très instable. Parce qu'il y a eu un trophée en fin de saison. Très bien. Parfait. Mais est-ce que, tout au long de la saison passée, et même depuis, on peut aller plus loin, depuis qu'il est arrivé à Manchester United, est-ce que... Il y a une saison quand même, hein. Il y a une saison quand même où le travail, on avait vu quelque chose compliqué à s'installer, mais qui s'est installé. La fin de la première saison avec Manchester United, ça finit 3e. Oui. En plus de ça, il a un effectif vraiment moyen. Alors, il y a Rashford qui fait 6 mois sensationnels après la Coupe du Monde 2022. Mais voilà. Mais après ça, oui, c'est cataclysmique. Là, depuis l'année dernière, c'est cataclysmique. Et il n'y a aucune amélioration sur ces premiers matchs, alors qu'ils ont eu un calendrier, sincèrement, pas compliqué, quoi. Tu prends tes points contre Southampton, tu reçois en plus sur tes gros matchs, t'es à la maison et tu te fais gifler 3-0, 3-0. Non, mais je vais vous dire envoyés, là, exactement qui a perdu, les points perdus par United. Nul contre Aston Villa, défaite 3-0 à la maison contre Tottenham, nul 0-0 contre Palace. Tu as eu une victoire 3-0 à Southampton. Ok, bon, ça va.
Tu as ensuite La gifle contre la gifle Liverpool. contre Liverpool à la maison, encore une fois, 3-0. Tu perds contre Brighton 2-1, qui n'est pas le Brighton du siècle. Et tu gagnes ton match d'ouverture face à Fulham. Un Fulham qui. 1-0. Ouais, en plus 1-0. Et qui est de moins en moins le Fulham qu'on a connu, même si ça s'est rattrapé sur ce début de saison. Mais je continue à penser que la décision qui a été prise à la fin de saison est la mauvaise. De toute façon, moi je milite pour qu'il parte depuis la campagne horrible de Ligue des Champions de la saison passée. C'est que United ne soit pas passé, on n'en parle plus assez de ça, mais que United ne soit pas passé dans ce groupe-là. On rappelle qu'il y avait dans le groupe, il y avait Copenhague, il y avait le Bayern Munich, Oui, et Galatasaray. il y avait Galatasaray. Galatasaray qui avait sorti quelques upsets sur cette campagne de Ligue des Champions, mais quand même. Copenhague surtout. C'est Cop- Copenhague et- qui se et qualifie Copen- en huitième. Ouais, Copenhague, c'est qu'est-ce c'est que. une connerie, Oui, oui. Ils finissent dernier, United. Ils c'est finissent ça dernier de ce groupe. Ils vont même pas en Europa. Mais non, 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 Ah, non. C'était chaud. C'est Il y avait des matchs spectaculaires, des 3-3, des fois ils menaient, puis ils se font rattraper. Enfin, ouais, il y a eu- je me rappelle. Et j'ai souvenir d'une défaite 4-3 contre Copenhague. Si mes souvenirs Ouais, il me sont- semble. Ouais, non, mais Ouais, c'était des c'est. matchs un truc comme ça, ouais. spectaculaires défensivement qui étaient pas fous. Ouais. Et voilà, je pense pas qu'il fera. Il passera pas la fin de l'année. Et d'ailleurs, quand on regarde Je le vous le calendrier de Manchester United, je parie qu'il pourra pas être là pour le Boxing Day. Parce que là, dès la fin de la trêve, ils reçoivent Brentford. Ensuite, ils vont à West Ham. Petite parenthèse League Cup avec la réception de Leicester. Ensuite, début novembre, c'est Chelsea. Et Chelsea. derrière, t'enchaînes avec. En fait, novembre, t'enchaînes 3 réceptions. Chelsea, le PAOK en Europa League, et derrière, c'est Leicester. Donc en soi. Ouais, Aucune assurance de prendre des points, je suis désolé. Non, surtout Non. contre Chelsea. Surtout contre Chelsea. Mais surtout Chelsea en ce moment qui a fait un très bon début de saison. Mais je sais pas. Et moi, puis début décembre, tu as le déplacement à l'Emirates et le déplacement à l'Etihad qui vont s'enchaîner. Donc, ça Je va être comprends très même dur. pas pourquoi ouais. je comprends même pas pourquoi vous vous projetez jusqu'en décembre. Ah non, moi, C'est- c'était pour en plus. Je Ah non, je pense que Mais, c'est- mais, je- mais est-ce que je United pense que va c'est immédiat. prendre le risque de le garder jusque-là? Bah, de toute façon, là, il y a Thomas Tuchel qui est sur le marché. Ils ont intérêt à pas rater cette occasion. Alors, j'ai entendu aussi des bruits de couloir pour Xavi. Il faut savoir ce que vous voulez, hein, mes amis mancuniens, hein, parce que Xavi, choisissez Tuchel, votre Vous cuisson. avez un très très bon. Non, mais c'est surtout choisissez votre poison en termes d'animation offensive et de Ah ouais. faire jouer son équipe entre Ten Hag et Xavi. Et encore, Ten Hag, normalement, il est censé mettre une vitesse au hérisson barcelonais, si je peux me permettre. Donc, Oh, la légende quand même. Oh, Non, non, la non. légende. Oh. La légende, c'était le joueur, pas l'entraîneur. Je suis d'accord. Ah, mais ça, par contre, je te rejoins. Je pense que Voilà. les Blaugrana, en général, vont être d'accord avec toi. Cela D'ailleurs, dit, Thomas Tuchel. Vas-y. Moi, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il sera sur le banc de Manchester United lors du derby à l'Etihad au mois de décembre? Mais jamais. Mais déjà, le meilleur Mais il ne doit timing, jamais. c'est là maintenant. Mais là, le meilleur timing pour le virer, c'est maintenant. C'est trêve internationale, en espérant que tes négociations elles sont déjà bien avancées là avec Thomas Tuchel. Et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut couper court. Putain, c'est compliqué à dire. Coupé Mais, court. il faut couper court Couper les ponts. dès aujourd'hui, parce que si tu prolonges, en fait, tu prends le risque d'attendre donc la trêve de novembre, parce qu'on va encore se taper une trêve en novembre. Quel enfer! Et tu vas te prendre encore un mois où ton groupe va juste se déliter encore plus. Après, Ineos et même Manchester United dans son ensemble, hein, dernièrement, la politique sportive, elle est dégueulasse. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif minimum qui était de se qualifier en Ligue des Champions. On parle de Manchester United. L'objectif minimum, qui était plus un objectif pécunier qu'un objectif sportif, c'était la qualification en Ligue des Champions. Même ça, sur les 5 dernières années, c'est quoi? C'est 2 qualifications sur les 5 dernières années en Ligue des Champions? C'est ça. C'est catastrophique. Et en plus de ça, tu vas juste te contenter d'une FA Cup quand tu es Manchester United. Bah, voilà. Après, je peux comprendre, Eric Ten Hag, il y avait des motifs d'espoir, S1. S2, moi je l'ai défendu aussi parce qu'il n'y avait personne sur le marché et que pour moi l'instabilité en vue du rachat d'Ineos et tout, c'était surtout Manchester United et que les conditions de travail étaient dégueulasses. Cette année, les conditions de travail sont toujours dégueulasses, c'est pas l'inverse, sauf que là, il n'y a plus aucun motif d'espoir, même venant du coach et de l'effectif. Alors, on a une question dans le chat qui nous dit, c'est Mina qui nous demande, est-ce que c'est OK pour un club comme ça de changer d'entraîneur en pleine saison? Alors, ça dépend vraiment du contexte. Et là, du côté d'United, c'est vrai que c'est plutôt
C'est plutôt compliqué. On s'attendait vraiment, malgré le trophée en fin de saison, d'un départ du sélectionneur, pardon, de l'entraîneur néerlandais. Mais là, en fait, on s'aperçoit que les nouveaux propriétaires de Manchester United ont donné leur confiance en Erik ten Hag et on savait pertinemment que c'était pas la bonne décision. Puisque nous, on les voit, les matchs. Les mecs d'Ineos, je suis pas certain qu'ils les aient vus, les matchs, parce que. Et je continue à penser aussi qu'Ineos, avec le sport, ça commence à être un petit peu compliqué. En termes de stratégie, à voir ce qui se passe un petit peu dans tous les clubs, associations sportives sur lesquels ils ont mis la main. Vous pouvez regarder un petit peu le bilan, c'est pas terrible. Mais cela dit, revenons à la question initiale pour Ten Hag, il doit pas passer l'hiver. Il doit pas arriver au Boxing Day, c'est inconcevable. Il doit pas commencer octobre. C'est Déjà, trop tard, on est déjà le 7. Quand tu dis que c'est le pire démarrage de United, c'est que déjà c'est un motif. De l'ère Première Ligue. Ouais. Bah, c'est déjà assez pour pouvoir s'en séparer. Mm. Et puis je trouve en plus, pour revenir sur le match, que ils ont eu en plus les occasions. Mhm. Ils n'ont pas réussi à être efficaces. Et en plus, c'était le moment où Aston Villa sort de la Ligue des Champions contre le Bayern, un match éprouvant. C'était le moment où pour eux d'essayer de grappiller quelque chose et ils n'ont pas réussi. Donc il y a vraiment, comme tu l'as dit, beaucoup moins d'espoir. Non, parce que le match était nul. Hein. Bah non, le match était naze. Mais justement, et c'était le moment Et pourtant, quand vous regardez au début vers les 5-10 premières minutes, on avait espoir qu'elle allait avoir quelque chose. Mais United fait pas. Ça commence bien, c'est vrai. United fait un bon début de match, mais le problème c'est que on commence à en avoir l'habitude de cette équipe. Ça devient lassant. Il y a rien, il y a pas de fond. Il y a aucune envie. T'as des joueurs offensifs qui ne donnent rien. Il y a une construction qui est proche du néant. Des joueurs clés qui ne sont pas au rendez-vous. Donc à un moment donné, puis des joueurs clés qui ne devraient pas être des joueurs clés. Passage dans un club comme United. Coucou Harry Maguire. Mais voilà, je sais pas. Moi, je pense que, honnêtement, sportivement, cette équipe elle a besoin d'une énorme refonte. C'est pas une bonne solution, parfois, mais là, franchement, tu pars de rien. De rien. Ça doit même pas passer par l'effectif. Je le dis, c'est structurel. C'est déjà tes proprios, ton board, etc. Ça passe par là. Mais tu viens de les changer, Victor. Tu viens de changer de propriétaire. Oui, tu viens d'être acheté, mais tu l'as dit, par Ineos. Et les Glazers, ils sont toujours dans le coup. Je suis pas sûr que ce soit un rachat total. J'ai pas le. Je vous invite à regarder. Il y a une excellente vidéo de Romain Molina qui explique pourquoi Manchester United est réellement en danger. Moi, je tire pas mal de mes informations de cette vidéo pour le citer. Et c'est un enfer, mais on le sait déjà depuis 2-3 ans. Il y avait Mourinho qui avait mis un warning, il y en a plein d'autres qui l'ont mis, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo lorsqu'il est parti en Arabie Saoudite l'avait aussi évoqué. Exactement. C'est un problème structurel. En fait, une refonte sportive d'un point de vue effectif, sincèrement là avec le groupe qu'ils ont, ils peuvent faire clairement mieux. Est-ce qu'ils ont le même effectif, la même puissance de frappe que Liverpool, Manchester City et Arsenal? Non. Mais leur effectif, ils peuvent jouer normalement la qualification des champions tous les jours. Et en plus de ça, tu as des profils extrêmement variés où tu peux, si tu redonnes un peu confiance à ton numéro 9, si ta charnière centrale, De Ligt, Lisandro Martinez, tu arrives à les faire jouer, qu'il n'y a pas de pépin physique et que De Ligt, il décide de revenir à un niveau plus que décent, ce qui est d'ailleurs, il a été très bon, moi j'ai trouvé sur les quelques premières titularisations qu'il a eues avec Manchester United. Tu as une colonne vertébrale solide parce que Bruno Fernandes, c'est un joueur de classe mondiale. Mainu, c'est une pépite de classe mondiale. Garnacho, c'est une pépite de classe mondiale. Les gars, il y a un problème sur les latéraux parce qu'il y a beaucoup de blessures. L'infirmerie aussi, ça aussi. Le staff médical, changez-moi ça. Je ne sais pas, faites quelque chose. Mais ça passera par l'entraîneur. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord. Même moi, je suis convaincu. Mais ça passe par une refonte structurelle et tu peux mieux faire avec cet effectif. Thomas Tuchel, j'en suis persuadé, peut te pondre quelque chose avec ça. Et même moi, mettez-moi sur le banc, je vous ponds quelque chose moi avec ça. Bah écoutez, messieurs, on verra de quoi sera fait l'avenir d'Erik ten Hag et l'avenir de Manchester United. En attendant, on aimerait bien voir la partie FM de Victor avec Manchester United pour voir s'il peut mieux faire. Voilà. Ouais. Peut-être sur cette chaîne YouTube. Ils seront peut-être moins sympas, je me ferai peut-être virer plus vite. Ça leur coûtera moins cher d'ailleurs. Probablement. Bon, en tout cas, il y a des répercussions directes sur le classement en PL. United qui est 14e actuellement de ce classement avec seulement 8 points pris en 7 matchs. Villa qui connaît son deuxième nul d'affilée après le nul face à Ipswich, qui piétine un peu et qui voit rester en 5e position.
à égalité de points avec Chelsea, qui, lui, de son côté, a eu une petite contre-performance face à Nottingham, un but partout. Le trio de tête a gagné. Arsenal a gagné face à Southampton 3 buts à 1. City, légère frayeur face à Fulham 3 buts à 2. Et Liverpool a été dans le service minimum face à Palace 1-0 à Selhurst Park. Dans les déceptions du week-end, on peut noter Fulham. Non, pas Fulham, pardon. Tottenham qui s'est incliné 3 buts à 2 face à Brighton. Brighton qui fait étonnamment un bon début de saison. 6e de Première Ligue pour les Seagulls. Et côté surprise, on a peut-être une victoire de Wolverhampton, exactement. Wolverhampton qui perd 5-3 contre Brentford. Qui a perdu 5-3, ouais. Bah oui. Bah, eux, c'est très compliqué. Un point pris en 7 matchs. Tout comme ça au Southampton d'ailleurs. Mais le débat qu'on avait eu la saison dernière sur les promus de Championship ne s'applique pas cette saison, visiblement. Puisque là, ce sont 3 clubs. Enfin, non, il n'y a pas que. Non, Southampton est promu. Southampton, c'est Southampton est promu, ouais. Malgré du beau jeu, notamment contre Arsenal, qui, moi, depuis le début de saison, Arsenal, je vais le dire, c'est dégueulasse dans le jeu. Moi, ça m'emmerde. Arsenal, il m'emmerde grandement, mais ça gagne, ça fait des résultats. Mais Southampton, c'est un jeune entraîneur, j'ai oublié le nom, qui cherche à faire du jeu. Malheureusement, il n'a pas l'effectif pour, et il se fait souvent punir. C'est assez dommage. Tu cherchais le nom de l'entraîneur de Southampton ? Ouais. Russell Martin. Ouais, Russell Martin, exactement. Voilà. 39 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Voilà. Très jeune entraîneur. Donc, ça reste prometteur dans le jeu pour Southampton. Il faut s'accrocher, chers Saints. Mais c'est vrai que pour le moment, on peut s'inquiéter pour Manchester United, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Messieurs, on va passer sur un autre sujet. Vous l'avez vu sur les affiches qu'on a postées sur les réseaux sociaux. On va parler de l'une des informations du week-end. C'est bien évidemment la sanction réduite par le TAS de Paul Pogba pour dopage. Alors, on l'a vu il y a quelques mois, le tribunal, non, c'était pas le tribunal arbitral du sport, pardon, c'était la commission antidopage mondiale, je crois, ou italienne seulement, qui avait prononcé une sanction de 4 ans pour Paul Pogba pour grave négligence. Voilà, c'était l'agence italienne antidopage, exactement. Donc le TAS s'en est mêlé. Et le TAS a décidé que l'appel, du moins, de Paul Pogba, suite à la décision du 28 février dernier, a été interjeté avec cette remise de peine, entre guillemets, puisque on passe d'une sanction de 4 à 18 mois, de 4 ans à 18 mois, pardon, et ça promet, du coup, un potentiel retour de l'international français pour les mois à suivre dans la saison, probablement. Alors, mars 2025. Mars 2025, ouais. Donc, ça serait en fin de saison, dans le dernier tiers de la saison. Alors, on va poser les bases de tout ça. On parle d'une potentielle rupture de contrat à l'heure actuelle entre la Juve et Paul Pogba. Donc, ce serait un accord mutuel entre le joueur et le club. Donc, pour le moment, pas forcément de porte ouverte, un retour sur le devant de la scène, mais disons que ça en prend le chemin sans forcément être très clair pour le moment. Mais on peut se dire que l'avenir semble un tout petit peu plus radieux pour l'ancien joueur de Manchester United. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Est-ce qu'on a pour vous la possibilité de revoir un jour Paul Pogba au foot de très très haut niveau ? Déjà, moi, j'aimerais dire, donc, forcément, en tant que fan de football, c'est une bonne nouvelle parce que Paul Pogba, c'est un joueur dont beaucoup de personnes parlent, qui a toujours fait beaucoup de débats. On l'évoquait un petit peu la semaine dernière quand on parlait de Griezmann. C'est vrai que c'est une légende de l'équipe de France. Donc, pour la sélection, pour moi, s'il revient à un bon niveau, c'est une bonne nouvelle parce qu'on disait que Victor le disait qu'il manquait de créateurs dans ce milieu de terrain et que c'est un profil comme Paul Pogba qui nous manquait. Donc, d'un point de vue supporter d'équipe de France, c'est une bonne chose. Maintenant, même si j'aime beaucoup Pogba, il ne faut pas oublier où en était Pogba avant cette affaire. Il était pas mal blessé. Voilà, il était sujet à beaucoup de blessures, il avait du mal à confirmer en club. Donc on l'avait laissé déjà Pogba.
Et parlant, des sujets dis-moi. extrasportifs aussi. Extra-sportif, Ouais. ouais, avec son Ouais. frère notamment. Donc ouais, déjà je vois ça comme un nouveau départ. Donc je suis très content pour Paul Pogba. C'est un joueur à son top niveau qui est un très très bon joueur. Le problème, c'est que cette histoire ne doit pas effacer justement ce qu'il y avait avant ce problème-là. Il va falloir voir comment Pogba va revenir, déjà même physiquement. Lui qui était sujet à des blessures, est-ce qu'il va revenir à un bon niveau? Il a 30 ans ou 31 ans, c'est ça? 31. 31. Voilà, il est sur la fin de carrière. Où est-ce qu'il va rebondir? Comment il va rebondir? Donc il y a pas mal de sujets qui portent voilà, à réflexion sur Paul Pogba. Donc je ne serais pas hyper euphorique, mais je suis quand même content pour le joueur qu'on puisse le revoir. Ouais, moi, c'est surtout ça la question, les gars. Tu y as partiellement répondu, Imad. Est-ce que vous le voyez, Karim, Compliqué. Victor, est-ce que vous le voyez revenir au haut niveau? Pas forcément la Juve, mais est-ce que à 31 ans, vous le voyez revenir à court terme, par exemple, la saison prochaine, dans un club qui a une importance au niveau européen, par exemple? Ça va prendre du temps, mais déjà qu'on le cite aussi potentiellement en MLS. Mais pour moi, ça va prendre du temps parce que déjà, là, tu sors de 18 mois de suspension alors que tu es censé prendre 4 ans. Juste avant, tu as eu les blessures. Avant, tu as cette affaire extrasportive qui te prive. Il me semble que ça l'avait privé Il a d'une été place blessé en aussi. Coupe du Monde. Ouais. Et Il était aussi, il blessé était blessé. aussi. Donc, Il avait les deux. ouais, forcément, tu vois que psychologiquement, ça a joué énormément. Donc, pour moi, pour qu'il puisse être en pleine capacité de jouer au football, ça va prendre du temps. Il va y avoir un travail physique parce que ça fait quand même presque 1 an et demi que tu n'as pas joué. Et aussi psychologique avec tout ce qui s'est passé dans cette affaire de dopage, tout ce qui s'est passé juste avant. Pour moi, ça va prendre énormément de temps, quoi. Bon, ça dépend, Quentin. Est-ce que l'Olympique de Marseille, c'est le haut niveau? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais C'est la pas, rumeur. c'est la rumeur. Paul Pogba aurait de très bonnes Non, relations. non, c'est une L'entourage enflammade. C'est une enflammade, ça. C'est Ah, pas moi, Il de veut ce que pas j'ai rêver, vu, Quentin. de ce que j'ai vu, il a quand même des insights de dire que Longoria est en contact avec l'entourage du joueur, etc. Donc, Je vais être honnête avec toi. Moi, je serais pas pour. Parce alors, que pour les raisons qui ont été avancées. Hein. non, mais c'était que je vais compléter si tu Bien le veux bien, sûr. mais c'est vrai que moi, c'est un de mes joueurs préférés. Pour être tout à fait transparent, je l'ai déjà évoqué la semaine dernière. C'est le seul joueur sur Terre qui m'a donné l'impression d'être un adulte qui joue contre des enfants, Paul Pogba. Et le football est devenu, avec une telle dimension physique, et certes, la technicité, hein, Paul Pogba faisait sa force, mais son coffre physique, ses grandes jambes, etc., était peut-être ce qui lui permettait aussi, contrairement à d'autres génies du football, de s'épanouir au très haut niveau et d'avoir seulement le ciel comme plafond. Là, désormais, je pense que ça va être vraiment très compliqué pour lui. Je suis pas sûr que le football soit la plus grande de ses priorités non plus. Ça ne l'a jamais été tout au long de sa vie. Alors après 18 mois de suspension, des histoires de marabout, des blessures à répétition, faudra le voir, bien entendu. Je pense que la MLS est une excellente option. Vous Pour savez quand est-ce Pogba, qu'était son dernier match? oui, c'est avec la Juve, il est rentré, je te dirais que c'était avril 2023. Quelque chose Septembre comme ça. 2023. Septembre 2023. C'était Donc, face il fait. à Empoli. Ok. Exactement. Et il rentre en jeu, c'est ça, hein? Oui, Voilà. Ok, donc il joue un petit match dans la saison 23-24 avant d'être suspendu. c'est Là, c'était pas pour une blessure. deux matchs dans la saison 23-24 et il rentre deux fois contre Bologne et contre Empoli, deux rentrées en jeu 25 et 29 minutes exactement. Voilà, ok. Bah alors, la MLS. Voilà, la MLS pour lui c'est parfait. Il peut potentiellement rejoindre son pote Griezmann, il peut potentiellement rejoindre Olivier, Hugo Lloris ou ne sais-je. Peut-être s'essayer peut-être sur le retour à un club européen, mais il faudra voir les garanties sportives, les garanties salariales aussi pour lui. Mais ça peut être un dernier challenge. Par contre, par exemple, en équipe de France, moi je suis absolument pas pour un retour de Paul Pogba. Alors bien sûr que ça me ferait kiffer, hein, mais si on parle d'un point de vue logique, il faut laisser cette nouvelle génération au milieu de terrain trouver par elle-même les solutions au manque de créativité. Moi déjà, le retour d'Engolo Kanté, alors oui, c'est bien, on est tous contents, mais c'est un tel désaveu
Il fait un bel euro. Il fait un bel euro. Non, mais c'est pas ça mon problème. N'Golo, il méritait Dans la progression, tu potentiellement sa parles. place. Mais voilà, c'est un tel désaveu de la part du Didier Deschamps sur son milieu de terrain, sur son approche du jeu aussi. Encore une fois, il faut que je revienne en arrière. J'ai peur, je suis peureux. Comment ça va se passer si j'ai pas ces joueurs-là que je connais bien, que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc Paul Pogba, certes, dans tous les cas, il pourrait apporter que du bien à cette équipe de France s'il revient à un niveau décent en termes de créativité, mais peut-être seulement en termes de créativité. Mais il plongerait l'équipe dans plein d'autres domaines. Et puis on l'a vu, Griezmann est parti, il n'a plus aucun pote, si je peux parler un peu comme ça, aucun ami au sein de ce vestiaire-là, donc il n'a aucun intérêt à retourner en équipe de France, à se surexposer médiatiquement, autant partir en MLS, même si j'en suis persuadé que s'il ne retrouverait ne serait-ce même que 4/10 de son talent, il aurait sa place dans beaucoup de clubs européens. Et Quentin, pourquoi tu étais aussi fermé au fait de le voir à l'OM? Bah, moi, je suis fermé dans le sens où déjà on parle d'un joueur qui n'a pas joué une seule minute depuis septembre 2023. Donc là, on est sur 1 an de mise au banc par rapport à cette affaire-là. Et si tu regardes un peu plus loin, c'est quelques rentrées en jeu seulement entre son arrivée, son retour à la Juve en juillet 2022 et septembre 2023, parce qu'il a eu des lésions musculaires, il a eu des problèmes au genou, un extra sportif compliqué, hein, rappelons-le, une carrière sur le cinéma en train de décoller. Voilà, je parle de son film 4-0 dans lequel il joue et qui sort bientôt au cinéma. Non, ça c'est une blague à part. Mais sinon, non, voilà, je trouve que c'est un risque énorme. Alors même pour un club comme l'OM, d'aller chercher un joueur comme lui, dans le sens où c'est un club qui cherche une stabilité. Et Paul Pogba, très grand joueur qu'il est, hein, ça c'est pas la question, ne t'offrirait pas cette stabilité. Pareil en équipe de France. Victor l'a très bien dit, c'est pas un joueur qui, sur le long terme, va t'apporter quelque chose, parce qu'il y aura forcément des lacunes à un moment donné qui seront très certainement physiques. C'est pas un joueur sur lequel tu peux compter par sa longévité. À 31 ans, après avoir été mis à l'écart autant de temps, dans quelles conditions physiques il est? Est-ce qu'il est prêt à reprendre une activité soutenue? Parce que là, pour le coup, aujourd'hui, tu me dis, voilà, Paul Pogba est de retour sur le marché. Est-ce que vous êtes intéressé pour le prendre? Moi, je te dis non. Tu as trop d'incertitudes, trop d'inconnus. Si tu es au service marketing, tu dis oui. Mais si tu es directeur sportif... mais là, nous, on n'est pas... Nous, dans cette émission, on n'est pas là pour vendre des maillots. Voilà. C'est bien ce que je dis. Non, mais, et puis même, moi, j'ai été taquin en introduisant mon propos en disant, est-ce que l'Olympique de Marseille est un grand club? C'est même pas la question. Un club de l'envergure de l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre de faire un pari Paul Pogba pour toutes les raisons que Quentin a évoquées, sportivement ou autre. C'est juste une question d'image. Non, mais c'est pas une question, c'est sportivement. Ah, mais on vendra des maillots. Si on fait ça, on va. Du marketing. Non, oui. De ce côté-là, je parle. Ah non, mais n'importe quel club. Je vous rappelle que Paul Pogba, je crois que son transfert à Man U, qui était le plus grand de l'histoire à ce moment-là, il le rembourse en 1 semaine. Ouais. Parce que la force de frappe de Manchester United, mais parce que la force même l'annonce et tout, c'était. Adidas, c'était l'égérie d'Adidas avec Lionel Messi. Tu signais à Manchester United, Adidas, qui est le plus gros club avec le Real de leur portefeuille. Enfin bref, après, on n'est pas là pour parler marketing et finance. Mais Paul Pogba, c'est une machine à sous fantastique. Bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, je pense que le meilleur service qu'il puisse rendre au football, alors c'est pas d'arrêter, attention. Je pense qu'il peut encore rendre des services, mais à basse échelle, à moyenne échelle, on va dire, allez, dans le sens où il peut aller rendre service à des clubs qui d'ordinaire n'aurait pas forcément pensé à accueillir un joueur comme Paul Pogba dans ses rangs. Bien sûr. Et puis c'est pour ça que je reprécisais ce que je disais tout à l'heure, mais c'est bien que Pogba revienne, parce que c'était un peu triste la fin comme ça, voilà, histoire de dopage, tac, pour un joueur que tout le monde a aimé. Mais évidemment, comme le sujet du débat a été dit, je n'imagine pas du tout Pogba revenir à un haut niveau, et il ne faut pas que les gens s'imaginent ça, puisque 31 ans, 1 an et demi sans jouer, quelqu'un qui est sujet aux blessures, voilà, il ne faut pas commencer à rêver, à réimaginer Pogba comme l'un des meilleurs milieux du monde, mais je trouve que ça lui offre la possibilité de faire une belle fin. Ça lui offre la possibilité de sortir par la bonne porte, on va dire. Exactement. Voilà. Parce que c'est vrai que cette sortie-là, en fait, pour ce qu'il a apporté comme émotion au public français, par exemple, notamment grâce à 2018,
t'as envie, en fait, t'as envie de le voir réussir sa sortie, et ce qui est tout à fait logique. Il y a une certaine sympathie et peut-être même de l'empathie au vu de la situation qu'il a vécue, parce qu'on rappelle que l'accusation porte sur un produit qui a été ingéré, alors à son insu, ça va nous rappeler ce bon vieux Richard Virenque, à l'insu de son plein gré. Mais c'est ce qui a été retenu d'ailleurs par le TAS, c'est que ce n'a pas été un produit ingéré de par sa volonté. D'où la réduction de cette sanction. Pardon. Donc, ça peut lui permettre d'avoir une belle porte de sortie maintenant. Comment va-t-elle être et à quel niveau? Est-ce qu'il est prêt pour rechausser les crampons à un niveau qui était le sien? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on attendra encore quelques mois avant de le découvrir. Messieurs, passons sur un dernier sujet sur cette émission, sur ce décrassage que vous écoutez en direct, soit sur YouTube ou alors en streaming sur votre plateforme préférée. Nous allons parler d'une affaire qui a bien le potentiel de révolutionner quelque chose dans le monde du football. Alors, est-ce que vous êtes familiers, chers auditeurs, chères auditrices, avec le joueur qui était Lassana Diarra? Lassana Diarra est un joueur qui est passé notamment par des clubs comme l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Real Madrid notamment. Voilà, pour le CV du monsieur. International français, voilà, un très bon CV. Et il s'avère que c'était en 2014, tout à fait. Rupture de contrat avec son club de l'époque, le Lokomotiv Moscou. C'était l'époque où certains joueurs européens avaient décidé de faire exil en Russie parce que ça payait bien. Voilà, le championnat russe s'est un peu pété la gueule depuis. Voilà, hein, Landzi Makashkala par exemple. Rappelons-nous au bon souvenir de ces clubs-là. Donc voilà, rupture de contrat pour Lassana Diarra. On va pas forcément rentrer dans tous les détails. On fera peut-être dans une émission un peu plus longue à ce sujet-là. Mais rupture de contrat et le joueur décide de s'engager dans un autre club, dans un club belge précisément. Qui met dans des petites conditions, on ne peut pas être tenu responsable s'il y a des poursuites avec le Lokomotiv Moscou. Il y a procès, etc., etc., etc. Ça a duré des années. Et la FIFA avait sanctionné le joueur, bien sûr, à une amende. Sauf que la justice s'en est mêlée, puisqu'il y a eu des appels, etc. Et la justice a donné raison à Lassana Diarra, ce qui pourrait peut-être potentiellement créer un précédent dans l'histoire du football et des transferts. Alors, il y a beaucoup de monde qui commençait à dire que la période des transferts pourrait peut-être être abolie, puisque maintenant les joueurs pourraient rompre leur contrat tout simplement quand ils veulent. Sauf que malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Puisqu'il faut bien sûr du Heureusement temps. que c'est pas aussi simple que ça. Heureusement que c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on met le haut là tout de suite. Mais est-ce que, on va dire sur le long terme, parce que là sur le court terme, c'est une information qui nous est parvenue et qui a quand même provoqué quelque chose dans le monde du football, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions suite au verdict de cette affaire-là. Est-ce que vous pensez que cette affaire-là, l'affaire Lassana Diarra, peut vraiment révolutionner le système de mercato tel qu'on le connaît aujourd'hui? Au point de revoir l'arrêt Bosman? Probablement. Après, je dis pas que ça va forcément revoir l'arrêt Bosman ou même le système actuel. Et pour le coup, c'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que, je sais pas, par exemple, dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe, la FIFA, les différentes confédérations, associations de joueurs, etc., ne se réuniront-ils pas pour parler de ce système qui pourrait être rendu obsolète à cause justement de cette affaire Diarra? Après, ce dont les gens ont peur avec cette histoire, c'est que la grosse panique qu'il y a eu suite à cette information, c'est d'imaginer les joueurs rompre leur contrat à n'importe quel moment avec leur club et s'engager librement dans d'autres clubs, ce qui amènerait du coup un plus grand clivage entre les gros clubs et les petits clubs, ce qui ferait qu'un joueur pourrait aller, par exemple, d'un petit club signer dans un énorme club comme Manchester City, le Barça, le Real Madrid, sans indemnité de transfert, et du coup ça n'aiderait ni le petit club ni les clubs amateurs derrière qui perçoivent de l'argent sur la revente du joueur, etc. Après, où est-ce qu'on en est? Moi, je pense que
l'impact, après l'information est encore, vient d'arriver, donc il va falloir attendre un petit peu, mais je pense qu'il va juste y avoir une restructuration, Restructuration. voilà, merci, de certaines lignes, pour la FIFA et l'UEFA, mais je n'imagine pas non plus un séisme aussi gros qu'à l'époque de l'arrêt Bosman. Parce que beaucoup de gens partaient tout de suite sur l'arrêt Bosman 2.0. Non, ça n'a rien à voir, attention. Et beaucoup de gens, mais c'est pour ça que je le précise, parce que c'est tout de suite ce qui est sorti. Dès que cette information est sortie, tout de suite, tout le monde a commencé à dire l'arrêt Non. Bosman 2.0. Et je trouve que voilà, c'était important de restructurer, de redire là où on en est et de calmer un petit peu. Là, on parle vraiment du fait de pouvoir, pour un joueur, de rompre son contrat de façon unilatérale sans qu'il y ait besoin de l'accord du club. Donc, l'affaire Diarra peut-elle créer un précédent ? C'est une grande question, au final. Oui, parce que c'est dans certains cas, en fait. Par exemple, ça obligera les clubs à ne plus maltraiter les joueurs, à les retenir en otage, à les mettre dans des lofts ou C'est autre. ça. Et donc, dans ce genre de cas, c'est une belle avancée, parce que ça, Enfin, il n'y a que dans le football ou dans le sport de haut niveau qu'on voit des employeurs prendre en otage et interdire, traiter d'une telle manière des employés que sont les joueurs de foot. Il n'y a que dans le football moderne. C'est du bétail. Sports, on le voit, voilà. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Si ça fait avancer dans ce sens-là. Il y a cette utopie de dire que les joueurs pourront rompre tout le temps leur contrat, donc pourquoi pas aussi, il y en a qui parlaient de faire un modèle à la NBA, échanger les joueurs et tout, sauf que la NBA c'est une ligue fermée, pas le football, heureusement, donc ça déjà on peut aussi oublier. Après il y a toute une évolution qui doit être amenée, ça fait un moment qu'on le dit, ce marché des transferts avec l'arrêt Bosman, ça a été donc modifié au niveau des effectifs, combien de joueurs étrangers tu peux recevoir, etc. C'est le libéralisme, les joueurs sont libres de circuler, mais ce marché est obsolète désormais. Il faut réussir à le réorganiser, il faut si on veut réussir à équilibrer le football, il faut réformer, il faut un salary cap. Certaines ligues essayent de le faire. Il y avait le fair play financier qui a été créé par ça, parce que c'est une mascarade, tout le monde le sait. Donc, il y a plein de choses à faire. Ça, c'est une première victoire pour les joueurs qui sont quand même considérés depuis un certain temps avec les clubs là, qui achètent des joueurs à 18 ans dans leur seul objectif de les vendre après. Ça, c'est une bonne chose que les joueurs gagnent aussi en importance. Après, il faut toujours modérer et de toute façon, je me fais pas de soucis que les grands patrons des clubs, les grands patrons du football vont tout de suite tempérer ça avec l'affaire Diarra pour pas donner trop de pouvoir non plus aux joueurs, parce que ce sont les joueurs qui font du business avec les clubs et les clubs qui font du business avec l'organigramme de la FIFA, l'UEFA. Donc, voilà. Et ce qui est plutôt intéressant dans le timing de cette affaire Diarra, c'est que ça contrebalance avec une mesure qu'aimerait prendre la FIFA visiblement, avec une troisième fenêtre de mercato. Ouais, j'allais en parler. Ouais. Pour les clubs qui disputeraient la prochaine Coupe du Monde des clubs, dans le but de. Ça a un lien, ça Alors non, pas de lien, mais disons que on parle de réformer, etc. Le marché des transferts, ça a pas de lien direct, mais je trouve le timing de l'information arrive. C'est ça. Je trouve que l'idée d'un troisième mercato est une superbe avancée pour le football élite, bien sûr, comme d'habitude, mais est une balle directement dans la tête aux clubs moyens et de plus petite envergure, sachant que là, ce mercato ne serait ouvert qu'aux clubs concernés par la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, je reste dans l'optique où ce précédent Diarra ne donnera pas d'effet sur le court terme, puisqu'on est sur une affaire qui date d'il y a 10 ans et qui a trouvé son verdict seulement il y a quelques jours. Le temps que la FIFA consulte, que la FIFA réorganise un petit peu tout ça, qu'il y ait une discussion avec la FIFPro, avec les différentes confédérations, etc., ça va prendre des mois, des années avant que un cas comme celui de Lassana Diarra puisse ressurgir sans qu'il y ait de problème judiciaire. Et que ça prenne 10 ans avant de donner raison à un joueur. Donc,
Mais par contre, ça peut faciliter les joueurs dans leurs négociations. Dans tous les cas, par contre, ça existe. Ça, on peut plus faire comme si ça n'existe pas. Est-ce que ça aura un grand bouleversement, Quentin, tu l'as dit? Non, pas tout de suite dans Pas dans les médias, tous non. les cas. Pas Mais par possible. contre, dès la prochaine fenêtre de mercato, pas forcément hivernale, parce que c'est pas là où les joueurs partent au clash, mais on va plutôt partir sur celle de l'été prochain. Les joueurs qui vont être malmenés par des clubs, mis dans des lofts, poussés au départ, etc., etc. Ouais, mais là, l'offre de transfert de ce club-là, oui, on veut te vendre absolument, mais cette offre-là, elle n'est pas assez élevée. Mais moi, je veux y aller dans ce club-là, oui, mais moi, je m'en fous. Bah, ça n'existera plus. Ça, voilà, ils vont être traités comme de vrais employeurs, parce que quoi qu'il arrive, les avocats de ces joueurs, les entourages de ces joueurs vont dire, bah, il y a un cas de jurisprudence, désormais. Donc, on fait comment? Et les clubs vont pas forcément vouloir envie d'entacher leur réputation ou autre, sachant que c'est jamais bon. Un club, c'est comme n'importe quelle entreprise, un boss qui s'embrouille avec ses employés, ça fait jamais de bonne pub. Et donc au moins là-dessus, ça aura un impact assez immédiat sur l'image des joueurs, la puissance qu'ils représentent désormais. Ce ne sont plus simplement des actifs, et les clubs vont être obligés de les voir comme de réels acteurs du monde du football, un peu plus désormais, et ça, c'est le bon point. Écoutez, moi je pense qu'on a plus ou moins fait le tour là-dessus. Ce serait intéressant d'en faire un épisode un peu plus long sur la condition des joueurs aujourd'hui sur le marché des transferts. Je pense que ça pourrait mériter un hors-série dans la saison, voire dans les semaines à venir. Messieurs, écoutez, moi je pense qu'on est plutôt pas mal sur cette émission. On est à petite 1h15 de direct. Je pense qu'on peut rapidement terminer sur le quiz. À part si il y avait d'autres sujets que vous souhaitiez aborder, mais je ne pense pas. Hein. Oui, Karim. Vas-y. J'en ai un tout petit. C'est une info qui a été officialisée en fin d'après-midi. C'est la disparition de 777 Partners qui gérait notamment le Red Star. Oui. Donc, preuve. Et le Hertha Berlin aussi. Et le Hertha Berlin, le Standard de Liège aussi. Enfin bref, qui gérait 7 clubs. Et là, je suis assez curieux de voir ce que ça a donné, notamment, je l'ai bien dit, Victor, pour le Hertha, qui, même avant l'arrivée justement de ces investisseurs, était déjà dans le rouge. Donc à voir un petit peu ce que ça a donné. Puis ils sont en deuxième division, en plus, le Hertha. Ah putain, terrible. Ouais, ça va être. Mais c'est vrai que ça remet en perspective la multipropriété pour le coup, parce que là, tu as un groupe qui fait totalement faillite et qui, ça se répercute sur 7 clubs différents, aux structures bien différentes. Alors pour le coup, tu as cité le Red Star et le Hertha. Le Red Star, on sait qu'il y a des problèmes aussi structurels dans le club et financiers. Ça a failli ne pas monter en Ligue 2, hein, on rappelle. Donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer, mais en tout cas on pense beaucoup à ces clubs qui sont peut-être dans la panade à cause de ces gestions catastrophiques. Écoutez messieurs, on va passer au quiz que je vous ai préparé. Tu l'as préparé cette fois ou c'est encore un peu... Bien évidemment, mais pour qui... Dis-toi Victor que la première fois c'était avec des cartes, donc... ça a été le cas du premier, voilà. Et je vous en... Royal Rumble encore ou... Royal Rumble. Bah oui, c'est le plus marrant. Royal Rumble. On va passer... C'est parce que tu gagnes, c'est pour ça que tu dis ça. Donc c'est sur la carrière de Paul Pogba, messieurs. Voilà, on va rendre un hommage à la pioche et on va commencer avec une statistique intéressante. Quel est le nombre de passes décisives que Paul Pogba a réalisé en Première Ligue lors de la saison 2016-2017? 15. 12. Alors attention, de passes décisives. Hein. Ouais, 12. Ouais. Que en PL, hein. Alors attendez, j'ai un 12 là-haut. 15, c'est beaucoup. 15. Vous en avez dit 15, vous en avez dit 15. Ouais, j'ai dit 15. J'ai dit 15 sur 15. Je bloque les paroles. C'est 11 ou 12. 18. 18. Mais vous êtes des oufs. Ou alors c'est moi qui ai... Non, 18, c'est énorme. Alors, là, sachez que Non, vous même êtes 15, ça me paraît beaucoup. J'ai dit 15 comme ça, mais 15, ça me paraît tous beaucoup. très loin. Hein. C'est sa première saison avec United, quand il revient de la Juve. Et en championnat, c'est 4. Bon, Voilà. voilà, parfait. C'est pas grave, je prends mon point, je m'en fous. Les 3 points, c'est Il a le droit. Franchement. Voilà. Le point est pris. Bravo Victor. 1-0. Et avec panache, hein. Seulement 8 de différence avec panache. Alors, le mot panache, je sais pas ce que j'aurais sorti là pour le coup. Un peu de chance. Un peu de chance. Deuxième question. Celle-là va être très simple, ça va être de la rapidité, messieurs.
Quel est le numéro 19. 19, c'est noté, de maillot que Pogba a porté lors de sa première saison à Manchester United? Ah, 6. Six. Numéro 6, pardon. 6. Ouais. Ah, il a dit. Ouais, excusez-moi. Mais c'est le Mais 6. ça se trouve, on sait Mais tu avais dit 19 au départ, me Ouais, semble-t-il. bah, excusez-moi d'anticiper. Non, bah trop tard. Non, Mais- moi je valide la première. J'ai dit 6 après. Donc Ah, Imad a c'est dit 6. dinguerie. Donc, Allez, hop. donc Imad a un point. Les Imad règles a sont un les point. règles. Eh oui, Bon, eh oui. Après l'affaire Lassana Diarra, on va avoir une affaire fort branchée. Ouais, le Victor Gate. Le Victor Voilà. Gate, bien sûr. Très bien, très Ou bien. le Brochet Gate, c'est toi qui vois. Voilà. Troisième question. Quel titre majeur a remporté Paul Pogba avec l'équipe de France en 2018? La Coupe du Monde. Coupe du Monde. Bah voilà, c'était facile. Ouais, voilà. Ouais, bah, Tu voulais que je réponde avant Oui, voilà, mais, Oui, mais c'est voilà, pour ouais. ça, c'est pour ça. Mais soyez un petit peu, voilà, aventureux. J'ai envie de te dire un truc. Moi, je pensais à 2013 et la Coupe du Monde. Ouais, moi aussi, j'avais envie de répondre ça. Je me suis Non, dit, mais attends. il a failli se faire avoir comme la semaine dernière avec la Coupe du Monde. C'était quoi déjà, l'Euro? Non, C'était l'Euro, c'était avec les U19, Antoine Ouais, Griezmann, c'est ça. pas Ah avec oui. les espoirs. exactement. Bon, 2 points pour Victor, 1 pour Imad, 0 pour toi, Karim. Il va falloir te réveiller, mon cher ami. Quatrième question. C'est parti. Messieurs, avec quel club Paul Pogba a-t-il remporté... Le Havre s'est bloqué. A-t-il remporté la Ligue Europa en 2017? United. Manchester United. United, et c'est Imad qui a le point. Plus rapide, Karim, il faut être un peu plus vif. Dans le respect des questions, c'est pour ça. Ah Je laisse là là. continuer ces Mais questions. il faut. Alors moi j'apprécie la prise de risque de Victor, tu vois. C'est il y a quelque chose. Je crois qu'il gagne quelque chose avec le Havre. Alors, pas une Europa League, hein, on s'entend, mais je crois qu'il gagne un truc en plus. Moi, je regarderai. C'est pas la question. On n'a pas demandé. Vraiment. Pour le coup là. Je vais juste étaler sa culture. Voilà. Non, mais pour le coup, on a vraiment pas demandé. Hein. Vraiment, c'est terrible. Messieurs, nouvelle question. Juventus. Voilà. C'est noté, c'est gardé. Je n'ai pas commencé l'intitulé. Je n'ai pas commencé l'intitulé de ma question. S'il vous plaît, veuillez vous arrêter. Oh. Allegri. Ah, j'ai commencé la question. Non. Ah, bah j'ai commencé. Faut savoir, Allez, monsieur. vas-y, Voilà. envoie la question. Allez. En quelle année Paul Pogba a-t-il été nommé meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde? 2014. Allez, trop Voilà. rapide, trop rapide. Je l'ai dit 2014. hein. Alors, vous savez quoi Comme vous êtes à égalité, de toute façon, je vous donne tous les deux le point. Ok. Voilà. Merci. Puisque 2014, c'était bien 2014, tout à fait. Bonne réponse, messieurs. Ensuite, quel est le nom, on va dire ouais, non. Si, ouais. Quel est le nom de l'équipe où Pogba a commencé sa carrière Le Havre. professionnelle? United. United. Ah, C'est ouais, une bonne ouais, réponse. Ah ouais. C'est une bonne réponse, mais oui. Ah, le temps d'attente avant de finir la question. Ah, c'est important, mais la prise de risque, je le dis quand même, la prise de risque est belle, mais ça ne paye pas, Et malheureusement. c'est les 3 points qui comptent. Et oui, tout à fait. Un point d'avance, un petit point d'avance pour Imad, toujours 0 pour Karim. C'est terrible. Nouvelle question. Non, attendez, j'en ai une belle là. Quel est le nombre total de buts inscrits par Paul Pogba en équipe de France? En équipe de France A, je précise. Ce nombre de buts. T'as une bonne. 15. T'as dit combien, Karim? 15. 15, c'est bloqué. Ouais. 11. 11, c'est Moi, je bloqué. partirais sur 19. Il y a un tout pile. Oh. Ce n'est pas Ah oui, mais c'est moi. Ce n'est Ah pas, oui, ce n'est pas 15. Karim, tu C'est n'auras moi. pas les points. c'est moi. C'est 11, tout à fait. Oui. 11 buts Tu en le équipe savais ou de c'est du France. hasard? Je sais que c'est un tout petit Ça peu avait une plus tranche. de 10. Je sais que c'est un tout petit peu plus de 10. Bien joué. 4 partout et 0 points pour Karim. Je pense qu'on peut faire la dernière entre les deux. Karim, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, de toute façon, c'est fini pour toi. Moi, de toute façon. On dit celle-là elle compte 5 laisse- points. Ah, si je. Ah, vous voulez que je fasse comme la semaine dernière? Ah oui, non, mais laisse Karim faire. Ouais, Dans oui, tous les laisse cas, Karim.
Très bien, c'est noté. Écoutez, messieurs. Karim, tu peux nous voler, hein, Karim. N'hésite pas. Vraiment. Alors là, ça serait vraiment incroyable. Alors, je peux vous avoir sur celle-ci, messieurs. Quel est le record du nombre de passes décisives de Pogba en une saison avec la Juventus en Serie A? En Serie A, une saison, record. 17. 17, Non, mais c'est bloqué. Encore une fois, c'est trop pour ce joueur-là. J'ai dit combien tout à l'heure? J'ai dit 17, 12. c'est J'ai beaucoup, dit je sais pas pourquoi 12. je dis 17, 12 ouais, encore. C'est quoi 12 encore? Ouais, j'en suis sûr. 12, encore. très bien, c'est noté. 17, c'est beaucoup, j'avoue, putain, en Serie A. Karim, est-ce que tu l'as, toi? Moi, j'aurais dit 20 et je Non. pense que ça Non. doit être au niveau de la saison, au niveau des. Je me suis avec, précipité. Ben- putain. avec la Alors, c'est simple. C'est soit la saison où ils font LDC, mais je crois que la saison d'après, il est encore plus monstrueux. Ouais, 2015-2016, J'aurais dit ils étaient forts. Hein. J'aurais dit Donc, C'est je pense que celle-ci. c'est 15-16. C'est Et moi, je celle-ci. te dis, je suis sûr que c'est 12. C'est cette saison-là, en effet, 2015-2016, celle avant l'Euro. Et en championnat, Paul Pogba, alors, toute compétition confondue, il est à 16 déjà, avec l'équipe de France. Ok. Ah merde, donc. Et en championnat, avec la Juve, il est à 12 exactement. Oh, Dieu. Ah là Oh, là là Dieu. là 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 là, Dieu. c'est magnifique. Magnifique, monsieur. Vraiment, je suis épaté. Bien joué. Je suis épaté. Vraiment. C'est vraiment juste parce que là, j'ai répondu 12 à la première. Allez. Je me suis dit, c'est sûr que c'est un truc comme ça. Pour la forme, je vous en fais une petite dernière, même si la victoire est déjà acquise pour Victor. Dernière question. Quelle est la plus grande victoire de Pogba avec l'équipe de France en termes de buts marqués? Des différences de but ou le score? Score total. Waouh. Si, c'est contre la 10-0. Jamaïque. Jamaïque, 9-0. Ah, 8-1, c'était contre la Jamaïque. Mais 8-1. c'était En 10-0. compétition, Trois, en hein. compétition officielle ou Ah non, 10-0, c'était. Non, 9-0, je dirais. Attendez, c'était en compétition C'était un match officielle. amical. Ça, c'est un match amical, France-Australie. Ouais, c'était un match amical, mais il n'était pas là, je crois. Ah, ok. Hein, je serais plus parti sur le France-Islande de l'Euro 2016. Non, c'est pas bête. Après, il n'y a que 5-2. Hein. Ouais, C'est quoi? C'est le nombre de buts, c'est le nombre de buts marqués ou... Attendez, non, attendez, celle-là, je vais l'annuler, messieurs. Je vais l'annuler, elle est pas bonne du tout. Voilà, c'est une Parce mauvaise. que Pogba, il est là sur le 8-0 contre la Jamaïque. Je viens Ouais, de checker. ouais, mais le truc que j'ai écrit, j'ai regardé. Mais Jamaïque, pareil, c'est pas un match, officiel. Le problème, Non. c'est que j'ai pas regardé assez loin. J'ai pas regardé assez loin, messieurs. Autant pour moi. Je Je vais- France-Jamaïque, c'est juste avant la Coupe du Monde 2014. Je vais l'annuler. C'est juste avant, ouais. Je vais l'annuler pour être sûr de moi. Voilà. Comme ça, au moins. Et c'était quoi ta réponse? J'avais 4-0, mais voilà, Non. j'ai pas. Non, c'est pas bon. Messieurs, une dernière question. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille avec ça, c'est sûr. Là, j'ai le bon chiffre. Messieurs, combien de trophées dans sa carrière professionnelle a remporté Paul Pogba? Oh, attends. On compte qu'en A. Oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4, Partirait sur 8. 5, 6. Il en a remporté 7. Très bien. 7, c'est noté. 9. Messieurs. 9, c'est noté. Donc 7, 8, 9. Karim, 8. 8. Karim, il a dit 8. Karim a dit 8, ok. Ouais. Alors, il remporte 4 titres de champion d'Italie entre 2013 et 2016. Une Europa League. 2 une coupes, du Monde. 2 coupes d'Italie. Ah, les Coupes d'Italie, Ouais. j'ai oublié. On est à 6. 2 Super Coupes d'Italie, on est à 8. Ah oui, bah oui. Une Coupe de la Ligue anglaise, on est à 9. Une Europa League, on est à 10. Une Coupe du Monde, on est à 11. Ligue des Nations, 12. Et vrai. Coupe du Monde des moins de 20 ans, 13. Et c'est compté. compté. Et donc, c'est Donc, une... attends, Victor et moi, on a 5-5 du coup là. Ouais, mais elle comptait pas celle-là, tu sais. Et alors, ça dépend du champion en titre. Est-ce qu'il a envie de mettre son... Non, mais en vrai, jeu. oui, parce que j'ai merdé. Non, parce que j'ai merdé sur celle-là, vas-y. Ouais, mais t'as quand même. Après, il a des exacts aussi, donc. On Bon, s'en fout. On allez. voit une dernière si t'en as Ah, une c'est bon. dernière. j'envoie une dernière. Celle-là, j'ai merdé parce que j'ai oublié les. J'ai compté la Coupe de la Ligue anglaise, mais j'ai oublié les Super Coupes d'Italie et les Coupes d'Italie. Je suis désolé. Alors, je peux vous en avoir une belle, je pense. En quelle année Paul Pogba a été membre de l'équipe type
de Première Ligue. 2017. 2017-2018. Oula, 2017-2018. Là, j'ai qui, comment, quoi? Attends, c'était en première ligue, putain. Ah, non. Est-ce que je peux changer? Je sais. C'est quoi, je te laisse donner ta réponse, Imad. 2017. Je te laisse Vas-y. donner ta réponse, Imad, mais moi, je sais. Moi, je vous donne Première ligue 2016-2017, je dirais. 2016-2017. Alors, moi, je te le dis, c'est 2018-2019. C'est une bonne réponse de Victor. De première ligue, ah ouais. Oui. 2018-2019. Ouais, sûr, parce que cette année-là, Pogba, je crois qu'il est quasiment en double-double. Et c'est sa seule saison en référence avec Manchester United. Alors, il est dans le milieu de terrain de la PFA, hein, donc dans cette équipe de l'année, avec Fernandinho et Bernardo Silva notamment. Dans le 11 figurent des noms comme Trent Alexander-Arnold, Van Dijk, Laporte, Robertson, Ederson, Sterling, Agüero, Mané notamment. Voilà. Et pourtant, vous savez à combien de teams ils finissent, Manchester United, cette année-là? Je vais regarder. Très loin. 4e, non? Ils finissent 6e. Ouais, 6e. Ouais, ouais. Mais c'était avec qui? C'était avec Van Dijk, non? Attendez. Solskjaer. De quoi tu parles? De entraîneur? Ouais. Non, c'est Mourinho et Solskjaer. Mourinho, Solskjaer, ouais. Ouais. C'est l'année où ils éliminent le PSG. C'est ça, exactement. Exactement. Avec la génération biberon Ok, donc de c'était l'époque. sous Solskjaer, ouais. Voilà, messieurs. Encore une Ça commence victoire. Une deuxième victoire d'affilée pour Victor. Félicitations. Bien joué. C'était une belle Félicitations. Oui, c'est vrai, il m'a bien battu. Bien battu, c'est vrai. C'était mieux que Griezmann. J'ai été mieux que contre sur le truc Griezmann. Et le bonnet d'âne revient à Karim. Putain, Voilà. 0 pointé, Karim. Karim, fais un effort, s'il te Aïe, plaît. Voilà. La petite Les animation. ballons. Il a fait un signe comme ça, il y a eu des ballons. Pourquoi pas? Bon, bah écoutez, messieurs, on va se quitter là-dessus. Et merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit en direct ou en replay, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou alors même sur votre plateforme de streaming préférée si vous préférez l'audio et ne pas voir nos tronches. Ce que je conçois totalement, même si vous ratez un spectacle plutôt sympathique, messieurs et mesdames. On se Notamment quitte. des effets de ballon. Ah, évidemment, les grands effets de ballon. Ouais. Allez, je peux même faire des effets de cœur, je crois que ça marche. Non, ça ne marche pas du tout. Très bien, bah écoutez, ma caméra est morte. Ah, ça marche pour Karim. Ça marche pour Karim. Bah écoutez, je pense que c'est mes cœurs qui sont à chier. Voilà, tout simplement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera dans 2 semaines pour le décrassage. Mais oui, la trêve internationale oblige. On va prendre un petit peu de repos. Il y aura des hors-séries probablement pendant la trêve. On va vous concocter tout ça avec l'équipe. Ça sortira en format podcast uniquement. Mais on vous la sortira, si vous voulez, sur la chaîne YouTube en format audio, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien de la trêve internationale pour vous tenir un peu éloigné de vos clubs, parce que parfois on peut avoir des relations toxiques avec, ou alors les attendre avec impatience, puisque les équipes nationales vous saoulent, comme je pense beaucoup de monde en ce moment. C'était Temps Additionnel, passez une excellente semaine de football. Ciao tout le monde!